En fait, quand tu débarques d'une autre région, que tu reviens sur Paname, que tu connais pas grand monde, t'apprends un peu tout, t'apprends à découvrir la ville et qu'en fait, finalement, moi j'avais un trajet de fou, un peu usant et puis après, au début, t'es un peu tout seul et tout ça. Moi, je l'ai pas très bien vécu. Pour moi, l'écart, j'ai rien appris du tout, quoi. Et heureusement, en plus, que j'ai fait l'année en alternance parce que mine de rien, ça coûte cher en fait une école comme ça. Tu payes ton école quasiment 15 000 balles. T'as pas de professeur pour le cours de la semaine prochaine. Mais on est chez les fous, on est chez les malades. Mais ouais, moi je suis en free en monteur. C'est tout un concept le freelance. Je sais pas si c'est la meilleure décision que j'ai prise, mais parce que t'as Justement, soit ça, soit j'allais te voilà. demander. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Rago, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est en live avec Mathéo. Hello, Ça va ? ça va très bien et toi? Ça va. Donc, Mathéo vient nous parler de sa vie en tant que monteur-réalisateur freelance. Je perds encore ma voix, désolée. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, TikTok, Twitch, Facebook et YouTube. Et vous abonner en lâchant des petits pouces ou des petits j'aime si vous aimez bien. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Comme je disais juste avant, très long voyage. Voilà, plusieurs trajets d'avion. J'ai pris le bateau, j'ai pris tout ça, mais très bien. Ça va très bien. J'espère que le fauteuil est à la hauteur de ta Bien sûr, traversée. mais c'est encore mieux. Si j'avais su, j'aurais peut-être refait 2-3 tours du monde avant de venir. C'est franchement très cool. C'était très sympa. Je suis content d'être là en plus. Donc, voilà. On est content de te recevoir. Donc toi, effectivement, tu vas nous parler donc, de ta vie de monteur, freelance, Yes. etc. Exactement. Et donner aussi des petits conseils pour ceux qui veulent se lancer. Mais on va déjà retracer un peu ta vie. Donc toi, tu es né et tu as grandi. Oui, c'est ça, dans cet ordre-là, tu es né et tu as grandi en Normandie, c'est ça ? Exactement. Je suis né à Bagnolet. Et après, du coup, j'ai déménagé quand j'étais petit vers CE1, donc voilà. Et après, je suis arrivé en Normandie, et ouais, jusqu'à mes études sup, où je suis redescendu pour Paris, ouais. Comment ça se passe une enfance en Normandie ? Bah, ça se passe super bien. En vrai de vrai, c'était très fun. Je m'en souviens bien. Je me souviens aussi de quand j'étais à Blanc-Ménil, mais ça s'est super bien passé, j'étais content. Il y a la campagne, quoi. C'est la campagne, ça fait plaisir. On se balade en forêt, on est content. T'as combien de frères et sœurs ? J'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi. Ouais, du coup, en plus, t'étais pas tout seul. Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, donc toi, t'étais à la campagne, mais d'où te vient ce petit plaisir de qu'est l'audiovisuel ? Bah, en vrai de vrai, je pense que ça arrivait au moment où, je sais pas, ouais, peut-être un peu avant le collège. D'où ça vient? Je sais pas, c'est peut-être ce que les films que me montraient mes grands-parents quand j'allais dormir chez eux en Normandie. Ça pouvait être aussi ce que mes parents m'ont montré parce que de toute façon ils sont toujours baignés dans la culture, même si c'était plus musique, quoi. Mais ça vient de plein de choses différentes et après. Je pense honnêtement, ça vient aussi pas mal de YouTube hein, quand j'y pense, parce que les premiers projets audiovisuels que j'ai fait, je m'inspirais de choses que je voyais sur YouTube. Donc je pense que ça vient aussi pas mal de YouTube en vrai de vrai, je sais pas, les stop motion que je voyais sur YouTube, parfois les vidéos aussi, ça m'arrivait. Ouais. C'était quoi tes premiers projets du coup ? Mes premiers projets, c'était des brick films, stop motion avec des Lego, qui était toute une histoire. Je montais sur Windows Movie Maker, qui est genre le logiciel que tu avais par défaut sur Windows, tu vois. Je connais, ouais. Qui avait, par rapport au logiciel qu'on utilise maintenant, en vrai, t'avais pas tant de dispo que ça. Et j'ai tourné avec genre un tout petit réflexe, un réflexe rouge qui appartenait à ma daronne. Et en fait, à la base, je ne savais pas en quoi consistait un stop motion, qui était genre une suite d'images. Pour moi, c'était, mais attends, mais c'est super fluide, ça se trouve, j'ai l'impression qu'ils prennent plein de vidéos et qu'ils les mettent à la suite et tout. Pas du tout. Non. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le tout premier stop motion que je fais, donc je construis mes Lego, tout ça, je suis super content et tout. Et en fait, j'installais sur un trépied qu'on avait acheté, je crois, à Action, un truc comme ça, j'installais le réflexe dessus, j'appuyais sur Rec, et une seconde après, j'arrêtais le Rec. Je déplaçais mon personnage et je faisais ça comme ça. Et je me retrouve sur Movie Maker, je mets toutes les petites vidéos d'une seconde à la suite, là, ou moins d'une seconde, je regarde le résultat, bah éclaté au sol, c'était pourri, c'était trop nul. Et je me dis mais attends, il y a un problème. Donc je commence à rechercher un peu vraiment comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que le stop motion ça se fait, et je tombe sur qu'il existe toujours une communauté qui s'appelait Bric à Brac, qui est genre la plus grosse communauté de brick film francophone quoi. Et j'apprends en quoi consiste vraiment le stop motion, qui est genre une succession d'images, de photos que tu prends et qu'ensuite tu animes à la suite quoi. Et de là du coup je commence à faire des stop motion avec mes Lego, je construis mes décors, je fais mes scénarios, je fais mes montages sur Movie Maker. Le plus haut que j'ai fait en termes de post-prod et de montage, ça a été genre de doubler la voix d'un doubleur avec une machine à écrire, de faire ça dans Audacity et de le réintégrer dans mon logiciel de montage. Pour moi, ça, c'était quelque chose de dingue. Quand j'ai fait ça sur un de mes films, j'étais en mode, mais c'est le plus grand,
la plus grande invention de tous les temps. Qu'est-ce qui se passe? T'avais quel âge? Je sais pas, j'étais peut-être en 6e, 5e. On a quel âge en 6e, 5e? On a 12 Non, ans, 13 ans? 11, 12, ouais. 11-12 ans, ouais. Donc ouais, je pense à partir de 11-12 ans. Et à partir de là, du coup, j'ai fait mes films, enfin j'ai fait mes stop motion, j'ai continué d'en faire. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, j'ai envie de continuer à faire ça. À la base, j'étais peut-être pas trop dans le montage, mais après, genre... je voulais plus partir du coup dans l'animation forcément, et en fait de fil en aiguille, voilà, il y a eu le montage et tout ça, quoi. Mais du coup, t'as vraiment eu un coup de cœur, quoi. Ouais, vraiment, franchement, en fait, il y avait un truc incroyable de voir son truc se construire au fur et à mesure. Tu vois, moi, j'avais quelque chose où, genre, je cherchais comment se faisaient les animations, je guettais tout ça, et en fait, ensuite, je la voyais se faire sur mon logiciel de montage et mais c'est fantastique, on arrive à créer, ça sort de mon cerveau, tu vois, ou ça sort d'un SpeakG, si je fais ça avec les Lego avec lesquels je jouais et tout ça, j'étais comme un dingue, quoi. Oui, il y a ce truc un peu fascinant de dire c'était dans ma tête. Exactement, et vraiment ouais. tout le monde peut le regarder. Tu le transformes en un objet concret que d'autres gens peuvent voir, sur lesquels ils peuvent te faire des retours et tout ça, et je trouve ça assez cool, ouais. C'est la magie de l'audiovisuel. C'est ça, c'est ça. Mais est-ce qu'il y avait un film peut-être culte qui t'avait marqué dans ton enfance? Il y en a plein. Moi, à chaque fois que je repensais à mes grands-parents, là, mes grands-parents, ils me montraient un film qui était Ben-Hur, un film super long, qui est très très long, mais qui est absolument incroyable. Et c'est un film que je regardais, mais à chaque fois que j'allais dormir chez eux, je me matais. Il y avait au moins un moment où Ben-Hur passait sur la petite télé, où j'étais comme un dingue à regarder Ben-Hur, à me dire, mais c'est tellement un film de... Enfin, je sais même pas ce que je me disais quand j'étais petit, tu vois. Parce que j'y connaissais rien, j'étais en mode, waouh, c'est fantastique, cette histoire est belle, les décors sont super beaux, les acteurs sont incroyables aussi, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, Ben-Hur, après, je pense que pas mal de films d'animation aussi, en vrai aussi, tout, ça pouvait être Nemo, ça pouvait être Cars, tu vois, enfin, tous ces trucs-là qu'on regarde quand on était petit. Et après, sinon, non, ça a été Star Wars en vrai de vrai. C'est même pas une vanne, ça a été Star Wars de ouf, où genre, quand j'étais petit, Star Wars, j'ai dû me les taper, genre, honnêtement, 30 ou 40 fois chacun, quoi. Ah ouais, c'est comme un dingue, je suis fan absolu de Star Wars, que je trouve fantastique. Donc ça a aussi beaucoup aidé. Plutôt du bon côté de la force ou du côté obscur? Côté obscur, mais qui est non, c'est pas vrai. Du bon côté, du bon côté de la force. Et même il y a moins d'un an ou un an, je suis retourné voir le 3 qui était diffusé au cinéma. Et en fait, c'est toujours un film de dingue, quoi. Enfin, tous les films Star Wars sont pour moi des films de dingue et tout. Mais toujours du bon côté de la force. Oui, parce que en fait, tu regardes. Enfin, en fait, ça dépend comment tu le regardes. Si tu le regardes juste en mode, bah, c'est un vieux film, forcément, tu vas voir tous les défauts entre guillemets de l'époque. Mais si tu le regardes en te mettant en tête que à l'époque c'était un truc de ouf, bah, tu te rends compte que oui, bah, c'était exceptionnel en fait de faire ça à l'époque. Puis en plus, il y a plein de trucs où c'était des décors tout petits pour faire des trucs immenses. Exactement, c'était genre on reprend le stop motion, genre la bataille sur Hoth sur la planète de neige, c'était les gros, les AT-AT, ils étaient animés en stop motion, enfin ça reprenait plein, t'avais un truc super plastique dans les premiers Star Wars qui était incroyable et qui était très très sympa. Est-ce qu'il y a d'autres films ces derniers temps qui t'ont fait un peu vibrer comme ça? D'autres films qui m'ont fait vibrer ces derniers temps, je suis allé voir au cinéma un film qui s'appelle Hard Boiled. Je crois qu'en français c'est À toute épreuve, un film de John Woo, qui est un film d'action, avec l'acteur fantastique, qu'un acteur, il me fait ce qu'il veut, cet acteur est incroyable, qui s'appelle Tony Leung, qui est l'acteur qui joue beaucoup dans les films de Wong Kar-wai aussi, dans In the Mood for Love et tout ça. Et donc qui est un film d'action hongkongais. J'aime beaucoup le genre du film d'action. Enfin, j'aime beaucoup les films hongkongais, j'aime beaucoup les films d'action. Mais j'en avais très peu vu à part des extraits, tout ça. Donc là, c'est la première fois que j'allais en voir un. Et en vrai, ça me met une petite claque, tu vois. C'est un film qui se base énormément sur les chorégraphies de combat et tout ça. Et en fait, tu regardes des combats qui sont incroyables. T'as des moments dans le film, des séquences, c'est en mode, mais c'est poignant. Et t'as d'autres moments, tu sais pas, t'as l'impression que le réel soit se prend pas au sérieux, soit envie de déconner un peu avec les acteurs et tout ça. T'as des lignes de dialogue où t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'était vraiment c'est un film qui m'a bien marqué, ouais, que j'ai beaucoup aimé. Et hier, avec ma copine, on a regardé un documentaire qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle The Perfect Neighborhood. Je tiens en anglais. Très bon accent. Qui est en fait un documentaire dans un arrondissement, un quartier je crois que c'est en Floride. Sur en fait une voisine qui appelle constamment la police parce que des enfants jouent sur l'herbe à côté et tout ça. Et en fait, c'est un documentaire qui est quasiment, où c'est seulement les images de surveillance de la police en fait qui sont utilisées, soit ça, donc celle qu'il y a sur les voitures, celle qu'il y a sur les policiers, ou les images de caméra surveillance. Et c'est un drame puisqu'en fait cette voisine là, elle est
En vrai de vrai, elle est folle, quoi. Il y a pas de. C'est-à-dire elle a une maison, et donc les propriétés aux États-Unis sont super mal foutues. Elle a une maison, il y a un grand terrain d'herbe juste à côté, en fait, sauf que ce terrain d'herbe ne lui appartient pas. Il appartient à quelqu'un d'autre. Et les enfants viennent souvent jouer dessus. Bah, t'as un gosse dans un quartier où il y a plein d'herbe et tout ça, tu vas jouer au foot, tu vas faire du vélo, enfin voilà, quoi. Tranquille. Sauf que elle ne supporte pas ça. Elle nous supporte pas, elle appelle la police tout le temps et elle leur dit oui, bon, ils ont jeté des trucs sur moi et tout ça, ce qui est pas vrai du tout, tu vois. Donc en fait, t'as un peu tous les parents des enfants autour qui à chaque fois que la police vient disent bah encore une fois elle ment et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Sauf qu'il y a un moment, en fait ça dégénère puisque la voisine, en fait au bout d'un moment, je crois qu'elle confisque la tablette d'un des enfants et tout ça. Et donc t'as une des mamans qui va voir la voisine en fait et qui lui dit bah écoutez Ouais, rendez la ne fais pas tablette de ça, mon ouais. fils quoi. Et en fait la voisine ce qui se passe c'est qu'elle tire à travers la porte et elle tue cette maman là. Ah ouais, wow. Et donc oui, c'est horrible parce qu'en fait, en fait dans le film, tu comprends que c'est toute une accumulation où techniquement la police pouvait pas faire grand-chose, mais à côté, tu sais pas trop pourquoi est-ce qu'il y a jamais eu plus de suite à ça, tu vois. Et ce qui se passe, et surtout après, c'est que cette maman-là, c'était une maman noire. Que ses enfants étaient noirs et qu'en fait la voisine qui a tiré sur cette maman-là, ça a mis genre des jours et des jours à ce qu'elle soit condamnée, à ce qu'elle soit arrêtée par la police quoi, à ce qu'elle soit mise en prison. Et sous prétexte en fait d'une loi, je crois qui est en Floride où c'est la loi de défense de défense Propriété de privée, ouais. propriété, voilà, où en fait dès que quelqu'un est sur ta propriété, dès que tu te sens menacé, t'es tiré, tu peux être protégé par ça. En fait, c'était une loi qui a été sortie à ce moment-là, mais la vérité, c'est que si ça avait été l'inverse, la personne elle serait fait arrêter directement, quoi. T'aurais pas eu genre cette semaine de Mm. flottement où tu sais pas ce qui se passe et tout. Donc le documentaire est super intéressant. Il révèle genre le plus gros défaut des États-Unis, ce qu'est le port d'armes à feu, la discrimination, le racisme systémique et tout ça. Et en plus avec toutes ces images de surveillance et tout ça, et des images qui sont super crues, tu vois le père et les enfants qui apprennent le décès de leur mère en direct et tout ça via les caméras de la police. C'est un documentaire, à la fin du docu, on était vraiment waouh, ok, d'accord, t'en entends parler tous les jours, mais je sais pas, le documentaire révèle un truc et le montre d'une certaine manière qui t'impacte vachement, je trouve. Ouais, ça te met face à la réalité en fait. Exactement, c'est ça. Du coup, nous, en France, on est un peu détaché, enfin, on est un peu détaché en tout cas sur ce qui se passe aux États-Unis, même si on l'entend de temps en temps. Mais là, le voir comme ça et le voir de manière aussi crue, en voyant que s'il y a aucune mise en scène dedans, quoi, ça te met vraiment un petit coup, quoi. Voilà. Ouais, du coup, c'est un des derniers trucs qui t'a. Ouais, bah celui d'hier, ouais, qui m'a vraiment, qui a mis une petite claque, quoi. On était à la fin du docu, on était en mode, ouais, on a vraiment regardé un truc qui est pas facile à regarder, quoi. Ah, c'est dans ce moment-là, tu dis on va faire une petite pause, on va regarder Bob l'éponge. C'est ça. Mais du coup, toi, donc t'as commencé vers l'âge de 11 ans à peu près. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, enfin, tu nous as dit que tu voulais faire ça, mais est-ce que tu t'es vraiment dit, je vais faire ma carrière là-dedans? Bah, je sais que je voulais travailler dans l'audiovisuel. Ah, en vrai, j'aurais envie de te dire que oui, parce que je sais qu'à partir du collège, je me souviens que genre mon ancien prof principal du collège, je disais déjà que moi je voulais travailler dans l'audiovisuel. Je voulais travailler dans ça, ce que j'allais faire dedans, je savais pas du tout. Mais ouais, je voulais déjà être dans cet environnement-là, ouais. Et est-ce que du coup, t'as un peu conduit tes études là-dedans? Parce que je crois que t'as fait bac ES, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, alors oui et non. J'ai été un peu con en fait quand j'y repense. Mais, mais oui, du coup, en fait, après le collège, j'ai fait bac ES. Et donc, il y avait deux lycées en fait. T'avais mon lycée de secteur là-bas, et t'avais un autre lycée qui était pas mon lycée de secteur, mais qui était un lycée dans lequel il y avait l'option cinéma. Et du coup, il y a eu la question qui s'est posée de est-ce que je fais l'option cinéma dans ce lycée qui n'est pas mon lycée de secteur, ou est-ce que je vais dans mon lycée de secteur et je continue l'option que je faisais déjà au collège qui était anglais euro, qui était anglais européen, où tu avais plus de cours d'anglais et tu avais genre une matière spécifique en anglais quoi. Et je ne sais pas là j'ai réfléchi, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette décision là, mais en fait le truc c'est que vu que c'était pas le lycée où il y avait l'option cinéma, vu que c'était pas mon lycée de secteur, je pouvais pas faire option cinéma et anglais euro. Et je voulais pas non plus lâcher l'anglais euro parce que je me suis dit que l'anglais ça sert quand même de ouf dans la vie, tu vois, il y a un truc où c'est quand même pas mal. Donc je suis allé dans mon lycée de secteur et j'ai fait l'anglais euro avec un bac ES du coup, ce qui au final si j'avais su, j'aurais pas pris bac ES parce que bac ES en fait ça m'a fermé des portes après le bac. Mais mais donc j'ai suivi anglais euro, donc non en fait j'ai pas tant orienté mon parcours scolaire pour faire mes études derrière en audiovisuel quoi. J'ai fait des choses de mon côté, j'ai continué à faire les stop motion, j'ai essayé de faire deux trois tournages, de tourner des trucs pour moi, tu vois, des projets perso, mais on va dire dans les études, je crois qu'il y a absolument rien de scolaire
qui a été fait pour que pour que ça me facilite mes études dans l'audiovisuel dans le supérieur, quoi. Et apparemment, dans ton parcours, il y a eu quelqu'un qui t'a beaucoup aidé. Ouais. Tu appelles ton ange gardien. Exactement, ouais, mon ange gardien. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Cet ange gardien, c'est un client de mon père. Mon père est conseiller dans la banque. C'était un client de mon père et je sais pas pourquoi en fait. Donc ils sont amenés à discuter en fait du cinéma. Il apprend que mon client travaille dans l'audiovisuel et du coup mon père qui s'entend bien toujours avec ses clients et tout ça, et en mode bah attendez, moi mon fils aussi il veut travailler dans l'audiovisuel et tout ça, et son client lui répond bah en fait moi j'essaie d'organiser une sorte de groupe de ciné d'audiovisuel, quoi, un truc extrascolaire, enfin une association en vrai, pour faire des tournages, pour apprendre un peu l'audiovisuel et tout ça. Et du coup mon père dit bah attendez, j'en parle à mon fils et puis vous allez vous rencontrer. Donc on se rencontre une première fois, et en fait c'est un mec. Moi, j'étais au lycée, là, à cette époque-là, je devais être seconde première, je crois. C'est un gars dans ma tige, il connaît tout, quoi. Il connaît toutes les cams, il connaît le montage et tout, il connaît les principes, c'est exactement ce que je veux faire. Il arrive à poser des mots sur toutes les envies que j'ai un peu, et il m'aide de fou. Il m'apprend à poser un trépied, tu vois, à filmer avec une cam. Il me dit ce que c'est que les ISO, tu vois, comment est-ce que tu règles ton ouverture, ton framerate, pourquoi c'est important et tout ça. Et pareil avec le montage, où en fait, il nous montre des clips, il nous montre des films et tout ça, il nous dit, bah en fait, comprenez ce qu'il y a derrière les images, tu vois, quel est le sens que tu donnes à ces images-là, pourquoi c'est filmé comme ça, pourquoi c'est éclairé comme ça. Et à ce moment-là, bah c'est juste une folie, quoi. En fait, il m'apporte tellement de choses, et par bonté de cœur, tu vois, il est pas payé, c'est juste une volonté de vouloir partager, en fait, l'audiovisuel et partager sa passion, tu vois, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui peuvent peut-être galérer à rentrer dans ça et tout. Et donc, par bonté d'âme, il y avait moi et il y avait deux autres personnes. Il nous apprend plein de choses dans l'audiovisuel. Et en fait, il va m'aider beaucoup à plein de moments plus tard, quoi. Il va m'aider pour emménager sur Paname, il va m'aider pour trouver mes études sup, il va m'aider pour trouver ma première alternance. Bref, il revient tout le temps, quoi. Mais je pense qu'on va en reparler plusieurs fois. Ouais, du coup, il t'a vraiment beaucoup apporté, quoi. Ouais, vraiment. Je pense que honnêtement, si je l'avais pas rencontré, j'aurais pas eu le parcours que j'ai aujourd'hui. J'en serais pas à ce stade-là. Enfin, à ce stade-là, je suis encore à mes débuts, mais ça aurait pas été aussi facile, je pense. C'est vraiment une chance. C'est vrai que du coup, surtout que t'as commencé avec une bonne base, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais déjà des notions. J'avais déjà des notions que, à moins de faire une option dans ton Sinon, lycée, ou à moins maintenant de te former en regardant des dizaines et des dizaines de vidéos ou des trucs comme ça, que t'as pas spécialement, quoi. Et vu que j'entends ça en plus d'un professionnel, t'as un truc où lui, honnêtement, il t'expliquait les trucs, mais je pouvais être. Enfin, pour toi, pour toi, t'avais le même âge que lui, tu vois. Il y avait un truc où il allait t'expliquer concrètement ce que c'était. Il allait toujours très pédagogique. Et donc, c'était super intéressant à apprendre. Super cool, ouais. Et donc, tu l'as dit, tu viens à Paris pour tes études sup. Yes. Comment ça se passe, cette venue à Paris? Du coup, pour mes études sup, je me dis, bon, je vais faire de l'audiovisuel, et donc, la plateforme absolument horrible qu'est Parcoursup vient forcément là, puisque quand tu veux postuler dans un BTS, dans une licence ou dans une fac, tu dois passer par là, quoi. Et je postule dans des BTS, quasiment pas tous les BTS de France, mais j'en fais quand même pas mal. Et pendant l'été, bah, en fait, de ma fin de troisième, je crois, de ma fin de terminale jusqu'à l'étude sup, je fais des portes ouvertes. Enfin, c'est même plus début d'année, ça commence en janvier, je crois, les portes ouvertes, peut-être. Ouais, Ouais, ça voilà. commence assez tôt. Donc, je fais des portes ouvertes en même temps sur la fin de ma terminale, quoi. Et je vais faire celle de pas mal sur Paris, parce que j'étais à côté. Je crois que je fais même que celle sur Paris. Je crois pas que je suis allé autre part. Si, je suis allé à Rouen aussi, parce qu'il y a un BTS à Rouen en audiovisuel qui est très connu, qui est pas mal en plus, je crois. Mais je l'ai jamais fait, donc voilà. Et en fait, quand je fais les portes ouvertes, il y a un truc que personne m'avait dit et que je vois commencer à ressortir un peu, c'est qu'en fait, bah, la plupart des gens qui sont acceptés d'office dans les BTS, peu importe que tu sois en option image ou en option montage ou en prod ou en exploitation, en fait, ils ont fait un bac S. Et Oui, bien. je capte au fur et à mesure des portes ouvertes qu'avec un bac ES, bah, je vais pas aller bien loin, parce qu'en fait, les BTS, je sais pas si ça a changé maintenant, mais à l'ancienne, ils refusaient quasiment d'office les gens qui sortaient de bac ES et de bac L. Pour les BTS publics, en tout cas. On va juste rappeler, parce que du coup, maintenant, on se fait vieux, et du coup, L, c'est littéraire, Oui, ES, c'est pardon. économique et social, et S, c'est scientifique. Excusez-nous, on a eu un vrai bac. Non, c'est bon, je déconne. Ça va? Non, oui, bac L, c'est bac littéraire, donc c'était, bah, comme je l'ai dit, voilà, orienté littéraire. ES, c'était économique et social, et bac S, c'est scientifique. Donc, ES, c'était un peu ES, économique et social. Généralement, t'allais faire ça pour ensuite partir dans une école de commerce, souvent. T'allais soit ça, enfin, tout ce qui était autour de ça.
Et donc bac S, bac scientifique, parce qu'effectivement, BTS, c'est brevet de technicien supérieur, donc on te forme à être techos. Et donc il faut avoir un bagage en physique, en chimie, en mathématiques assez élevé, que je n'avais pas du tout, parce que je sortais de bac ES. Option sciences politiques en plus, donc même pas option mathématiques pour peut-être m'aider un peu à... Non, non, non. Sciences politiques, c'est foutu quoi. Et donc je suis un peu en mode de, bah merde, là mes BTS, je vais peut-être pas en avoir beaucoup, je vais peut-être pas en avoir du tout, et ça, il se révèle que oui, parce qu'en fait Parcoursup, je suis accepté dans aucun BTS. Soit je suis en liste d'attente et pas dans les premiers de la liste d'attente, soit d'office, c'est non, le BTS vous a pas pris quoi. C'est en plus terminal et tout ça, j'avais pas une moyenne de ouf, c'était bien, mais j'avais pas non plus. Le bac, je l'ai eu à 13 de moyenne. Donc voilà, avec mon bac à 13 de moyenne, c'était pas suffisant pour entrer dans un BTS audiovisuel avec un bac ES quoi. Et donc je suis en mode, bah merde, est-ce que c'est déjà la fin de mes rêves? C'est déjà la fin de mes envies, quoi? Non, c'est pas possible. Et là, revient encore l'ange gardien qui me parle en fait d'un système qui commence à arriver en France, qui est à cette époque-là, je crois, qui existe que dans 2 écoles en France, qui s'appelle la mise à niveau audiovisuel, cinéma et audiovisuel, donc Mancav, qui est en fait une année de prépa, pas reconnue par l'État. Pour l'État, ils vont être en mode, bah t'as fait un an de rien, tu vois, c'est pas une vraie prépa comme pour les écoles supérieures et tout. C'est une année de prépa audiovisuelle où en gros, ils t'apprennent tous les fondamentaux de l'audiovisuel et ils t'apprennent aussi un peu à développer ton histoire de l'art, ta connaissance du cinéma, de l'histoire du cinéma et tout ça. Et il me parle de ça et il me dit que lui, il avait fait une mise à niveau qui était la mise à niveau à Sarlat, dans le sud, qui était pas mal, et qui peut voir si je peux potentiellement y aller et tout ça. Et à côté, moi, je fais des recherches pour une autre mise à niveau qui venait d'ouvrir, qui était dans le 6e arrondissement de Paris. Et je me dis, c'est ma chance. C'est possible, tu vois. Et je vais passer un entretien pour cette mise à niveau dans le 6e arrondissement de Paris, pas pour celle de Sarlat. Et je vais passer mon entretien là-bas. Et en fait, j'échange avec les professeurs et tout ça. Donc en fait, c'est une mise à niveau qui est dans un collège-lycée. Et donc en fait c'est un gros truc et à côté t'as cette mise à niveau, un peu comme dans un BTS, parfois les BTS c'est dans les lycées même souvent, là c'est pareil. Et donc je vais faire mon entretien là-bas, ça se passe bien et tout, je montre du coup tous les stop motion que j'ai fait, les meilleurs stop motion que j'ai fait, je montre pas le premier où j'avais fait les vidéos d'une seconde parce que les mecs m'auraient dit bah, qu'est-ce que tu fous là gars, casse-toi, non. Mais donc je montre les stop motion. Je monte aussi, il y avait une manifestation pour l'environnement dans la ville où j'habitais, et donc j'avais filmé avec mon téléphone et tout, et en basant sur ce que mon ange gardien m'avait appris, qui s'appelle Alan, sur ce que m'avait appris Alan, j'ai filmé un peu pour avoir déjà bah, la règle des tiers, tout ça, essayer d'avoir un truc à peu près bien, donc je montre ça aussi. Et l'entretien se passe bien, et en fait ce qui se passait c'est que je descendais pour la mise à niveau, et après on partait en vacances avec mes parents. Et donc, en vrai de vrai, j'allais passer mes vacances un peu à stresser, à savoir est-ce que je vais avoir la réponse, parce que pour moi, c'était genre la dernière option. C'est si j'avais ça, si on me disait non, c'était foutu, j'avais pas d'autre solution. Et si par contre on me disait oui, là, c'était les portes s'ouvraient à nouveau, le champ des possibles, je pouvais continuer, quoi. Donc on part en vacances, et j'attends les mails de retour et tout ça. J'attends une semaine, et au bout d'une semaine, je reçois un mail, je crois que ça devait être ouais, en fin de matinée, tu vois. Je reçois un mail sur mon téléphone, je regarde le mail, la formation qui me répond, qui me dit nous avons le plaisir de vous accepter tout ça. Explosion, je suis refait, je suis comme un dingue, je suis comme un dingue. Donc, je vais voir ma mère, je dis, maman, j'ai été accepté, tu vois. Elle est en mode, oh putain, c'est fantastique, on se met à chialer, bref, tout le truc, tout le tralala, quoi. Et en fait, donc, j'ai pu du coup entrer dans mes études sub et descendre à Paris pour faire ma mise à niveau après cet événement-là. Et en fait, j'étais trop content parce que bah, la vie était belle, quoi. J'avais ma mise à niveau, j'allais pouvoir faire mes études sub dans l'audiovisuel. Que demander de plus, finalement? Et du coup, après, ça s'est bien pas agencé les études avec. T'as pu retrouver une école après derrière. Ouais, bien sûr. Donc en fait, pardon, je bois Vas-y, juste un peu de vas-y. thé. C'est important de s'hydrater. Hydratez-vous aussi. C'est très important, buvez du thé. Donc je fais ma mise à niveau audiovisuel. Je fais un an, ma première année ma première année sur Paname, je la fais chez mes grands-parents en Seine-Saint-Denis, à Drancy. Donc je fais toute ma mise à niveau là-bas. Qui est une expérience que je conseille pas, mais bah, L'école non, ou... le fait de, enfin, en fait, moi, je l'ai pas super bien vécu cette première année chez mes grands-parents, qui était pas du tout de leur faute, hein, pas du tout, mais c'est plus, en fait, quand tu débarques d'une autre région, que tu reviens sur Paname, que tu connais pas grand monde, et que
t'apprends un peu tout, t'apprends à découvrir la ville et qu'en fait, finalement, moi j'avais un trajet de fou parce que je prenais, mais c'est un trajet que les gens font tous les jours. J'étais pas habitué au début, quoi. Après, je finis par t'habituer sur Paname, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu galère. Je faisais genre, je sais pas, je faisais genre 40 minutes de bus, puis après, je prenais le RERB qui est genre le pire RER de Paname, donc tu pètes un câble quand tu prends le RERB tous les jours. Et après, je reprenais les transports, je crois que je prenais la ligne 4. Non, je finissais au RERB. Mais donc c'était un peu usant, et puis après tu connais personne, donc au début t'es un peu tout seul et tout ça. Moi je l'ai pas très très bien vécu, pour plein d'autres raisons aussi, mais voilà. Ça, c'était le fait d'être sur Paris. Concrètement, la mise à niveau, ça a été une expérience de dingue. Moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que pour la première fois depuis que j'avais l'idée en tête de vouloir faire de l'audiovisuel, j'allais en cours et j'étais content d'aller en cours, tu vois. C'est-à-dire que j'apprenais des choses en cours que je voulais apprendre. J'apprenais des trucs sur l'histoire du cinéma, les professeurs là-bas étaient fantastiques. J'apprenais des trucs sur l'histoire de l'art. J'apprends des trucs sur la théorie des couleurs et tout ça, un truc auquel j'aurais jamais pensé. Je suis en mode, waouh, ok, d'accord, donc en fait, le rouge, ça peut vouloir dire ça. Fou. Je fais des projets parce que du coup, en mise à niveau, à chaque fois, chaque semaine ou chaque mois, t'avais en fait un projet à faire. Tu pouvais faire un clip, un docu, un reportage. En fait, t'avais du matos, tu pouvais récupérer du matos pour aller tourner. Donc, t'apprends à te servir d'une caméra, t'apprends les différents rôles, d'organiser un tournage. Et en fait, un truc de dingue. Je me dis, mais c'est tellement ce que je veux faire. Fantastique. Donc la mise à niveau se passe honnêtement super bien et je rencontre mes premiers amis là-bas, que j'ai encore maintenant. Et c'est une putain d'expérience, quoi. C'est super bien. Mise à niveau, trop bien. Et en plus, du coup, ce qui est très cool, c'est que avec la mise à niveau, c'est plus facile d'obtenir un BTS après. Puisque à la fin de cette mise à niveau, on retourne sur les traumas, on retourne sur Parcoursup, sur la plateforme complètement pourrie. Mais bon, ça, c'est toutes les plateformes du gouvernement de toute manière. Mais donc, on retourne sur Parcoursup. Et là, repostuler au BTS et en fait espérer peut-être avoir un BTS, tu vois. Donc je repostule au BTS et j'apprends en même temps que là où j'ai fait ma mise à niveau dans le sixième, en fait, les gens qui ont la mise à niveau, ils font aussi un BTS en alternance. Et je me dis, putain, pas mal, tu vois. Vraiment cool. Et donc je postule dans les BTS et je postule aussi à mon BTS là où j'ai fait ma mise à niveau. Et en fait, bah, c'est avéré qu'en fait, je suis accepté assez rapidement parce qu'il favorise les gens qui ont fait la mise à niveau. Forcément, ils les connaissent et tout ça, quoi. La seule condition, c'est de trouver une alternance. Et du coup, on arrive vers le début des vacances d'été, un peu avant, quoi. Où il faut que je trouve une alternance. Et si j'ai trouvé l'alternance, je suis accepté à mon BTS. Les vacances d'été se passent bien, tu vois. Et c'est là que Alan, l'ange gardien, revient encore, puisque en mise à niveau, t'as un stage qu'on avait fait en février, qui était un stage, je crois, d'un mois, dans une boîte de prod, enfin, dans une boîte, tu fais un stage d'études, quoi. Et donc, moi, j'avais fait un stage dans une boîte où travaillait l'ex-copine de cette personne-là, et où, en fait, il avait réussi à me placer en stage dans cette boîte-là. Quand je dis que sans lui, je n'en serais pas là, c'est vraiment vrai, tu vois. Il arrive à me placer en stage là-bas, et le stage se passe super bien. Et donc forcément, quand vient le moment de rechercher une alternance, moi j'avais bien aimé mon expérience là-bas. C'était de la post-prod pure et dure, tu vois, donc pas spécialement du montage, mais plus l'environnement du montage, quoi. Mais j'avais carrément kiffé parce que j'apprenais des trucs, j'étais content, quoi. Et donc je leur demande pour l'alternance et ils me disent, bah le stage s'est super bien passé, gars, carrément on te prend en alternance 2 ans pour toute ta durée du BTS. Que demander de plus? On est en juin, la vie est belle encore une fois, tu vois, c'est let's go, trop bien. Donc je trouve mon alternance assez facilement, toujours grâce à cette personne-là. J'ai mon BTS et en fait, je regarde quand même sur Parcoursup et j'ai quasiment eu aucun refus. J'ai peut-être un ou deux, mais c'est des BTS, genre ça va être le BTS de Sugère ou de Boulogne-Billancourt, qui sont des BTS qui sont très très demandés, parce que de manière générale, les BTS du visuel en France sont super demandés partout. Pour une classe de 30 personnes, tu vas avoir genre 500, 600 demandes, même plus. Et donc je regarde et j'ai quand même été accepté dans plusieurs BTS où j'avais été refusé ou mis en file d'attente avant, donc ce qui prouve que la mise à niveau a quand même aidé pour beaucoup de choses, parce que quand je l'ai précisé dans mon dossier, ça a aidé, quoi. Et donc voilà, je trouve mon BTS et je passe des super grandes vacances, parce que la seule chose qui me reste à trouver, c'est un logement sur Paris, parce que je voulais plus être chez mes grands-parents, je voulais essayer de me rapprocher un peu. Et devine qui revient pour trouver mon logement sur Paris. L'ange gardien. Devine qui revient, en fait il s'avère que lui, il était sur Paris. Il voulait déménager pour partir dans le sud de la France et en fait, il lâchait son appartement dans lequel il vivait avec sa copine pour aller dans le sud de Paris et il le lâchait à peu près sur la même période à laquelle je commençais le BTS. Donc en fait, c'est avéré que même pour trouver un appartement sur Paris, qui est genre le plus grand défi qu'ont les étudiants qui viennent d'autre part que Paname pour venir s'installer sur Paris, ont.
Bah moi j'ai pas eu cette galère là en fait. J'ai eu beaucoup de chance. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance sur tout mon parcours, mais là j'ai eu beaucoup de chance sur ça aussi, ouais. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui te félicite du coup pour ton parcours. Et bah ça fait super plaisir, mais c'est pas le parcours le plus difficile en vrai. Enfin honnêtement, c'est pas. Moi j'estime pas que j'ai eu un parcours très difficile parce que j'ai eu de la chance. Mes parents ils m'ont soutenu dans mes études. Ils m'ont toujours dit dès le début, peu importe les études que tu fais, on te soutiendra. Et ça c'est déjà une chance en soi parce que tout le monde n'a pas cette chance là. J'ai eu quelqu'un qui m'a aidé à beaucoup de reprises sans jamais rien attendre en retour, qui est pas évident. Et en fait. Ouais, ça a été une succession de chance. Eu beaucoup de chance pour faire mes études et c'est le principal truc, quoi. Bah, c'est surtout la preuve que ça fait du bien d'avoir des gens qui croient en nous, quoi. Carrément, ouais, je pense, c'est le plus important. Déjà, moi, il y avait un truc où, en fait, je connaissais plein de personnes qui voulaient faire des études qui étaient plus artistiques ou un truc qui avait pas de débouchés sûrs, parce que l'audiovisuel en France, ça n'a pas des débouchés sûrs au début, et qui n'étaient pas soutenus par leurs parents. Et je pense que ça a été un des plus gros moteurs, ça a été que j'ai été soutenu par mes parents dès le début, en fait, qu'ils ont tout fait pour que je puisse faire ces études-là. Et ouais, c'est une chance de ouf. C'est une chance de ouf d'être soutenu par ses proches, quoi, pour faire ça. Et ça te motive de ouf, en plus, à faire d'autres choses pour y arriver, tu vois. Je me suis jamais mis à un moment, je me suis jamais mis le frein de putain, est-ce que je vais décevoir mes parents ou est-ce que je fais vraiment le bon choix parce qu'on m'a rabâché tout le temps que c'était pas le bon choix ou c'était pas sûr. Mes parents, ils m'ont jamais dit ça. Ça veut dire que dans ma tête, j'ai jamais été en mode putain, est-ce que c'est vraiment le bon choix là? Est-ce que je vais dans le bon truc? Non, mes parents, ils m'ont dit mais vas-y, de toute manière, on te soutiendra. Bah, que demander de plus, quoi. En vrai de vrai, c'est trop bien. Ouais, ça fait du bien. Alors apparemment, quand tu es arrivé à Paris, t'as commencé à avoir des petites mésaventures avec tes cheveux. T'es pas obligé de répondre, c'est juste une Il y a question. une raison pour laquelle je garde une casquette aujourd'hui. D'accord. Il y a une raison pour laquelle je garde une casquette aujourd'hui, d'accord? C'est parce que là, vous voyez juste des bouts de cheveux qui dépassent, vous savez pas que là, il y a rien du tout. Oui, bah, je suis arrivé sur Paname pour plein de raisons différentes. J'ai perdu mes cheveux. Enfin, j'avais déjà des putains de golf, mais en vrai de vrai, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, voilà, nouvelle ville, nouvelle coupe de cheveux. Et en l'occurrence, la coupe de cheveux, c'était de pas en avoir du tout. Donc voilà, maintenant, je n'ai plus de cheveux du tout. Je le vis très bien, d'accord? Je préfère ma tête sans cheveux qu'avec des cheveux, parce que je regardais des photos avec mes cheveux, je me suis dit, mais quelle horreur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, voilà, mais oui, je sais pas, ça a été une teinture que j'ai faite avec mon cousin et mon frère, suivi d'un mois de vacances dans un village en Espagne où effectivement bah, l'eau elle est sale tout le temps, donc tu te laves les cheveux avec de l'eau sale, tu mets des casquettes tout le temps, tu vas à la piscine, t'as le chlore, et t'enchaînes ça, tu sais, c'est une boucle pendant un mois, donc tu sors des un mois, et puis je sais pas, tu te rends compte que sur ton crâne, les cheveux commencent un peu à bah, devoir s'envoyer des messages plutôt qu'à se parler en direct parce qu'ils sont éloignés les uns des autres. Donc ouais, après, voilà. Et finalement, je me suis dit, bah, on va enlever tout ça, c'est mieux, c'est pour le mieux. Et donc j'ai fait une petite passation, je suis passé du haut du crâne au bas du crâne pour équilibrer, tu vois. Ça te va bien. Merci, ça fait plaisir. Encore heureux parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Donc du coup, pour revenir sur tes études, donc après ton BTS, tu rentres dans une école, c'est ça? Exactement. Je fais mon BTS. Le BTS se passe super bien. Pareil, une deuxième chose qui est la plus importante, je pense, si tu veux faire des études sup là-dedans, c'est de faire de l'alternance. Parce que, en fait, il n'y a pas plus formateur que l'alternance, l'audiovisuel. C'est un milieu où les gens vont toujours favoriser l'expérience que tu as plutôt que ton niveau de diplôme. J'ai un pote qui n'a pas eu son BTS et il travaille dans des boîtes, mais tu te dis c'est pas possible, tu vois, il travaille pour des clients, tu te dis qu'il faut absolument avoir un niveau d'études de ouf. La vérité, c'est que non. Ce qui compte, c'est ton expérience et la manière dont tu travailles. Tes études, tu peux ne pas avoir fait d'études dans l'audiovisuel et réussir à être un meilleur technicien qu'un mec qui s'est enchaîné 5 ans d'études, 3 ans d'études, 2 ans d'études, tu vois. Donc moi, j'ai fait l'alternance et ça m'a aidé de ouf parce que ça m'a formé d'un point de vue super technique sur la post-prod et sur le montage. Et en fait, je suis arrivé avec un bagage sur cette troisième année dans cette école, euh, qui était super cool parce que je connaissais déjà énormément de choses. En fait, j'étais déjà formé comme un technicien. J'aurais pu ne pas faire cette troisième année-là et m'en sortir très bien aussi, quoi. Mais j'ai voulu le faire pour deux raisons. La première, c'était que être étudiant sur Paris, ça a beaucoup d'avantages, donc je dois être étudiant un an de plus. Et c'était une année en alternance, donc ça me permettait en plus d'être alternant un an de plus. Et cette fois-ci, j'avais pas envie de refaire une troisième année dans la même boîte. Je voulais voir d'autres boîtes différentes. Et donc ça m'a permis de travailler dans deux autres boîtes parce que j'ai fait deux alternances en une. Il y a une alternance qui s'est terminée. Et donc je suis allé dans une école. Est-ce que je peux dire le blast de l'école ou pas? Oui, tu peux. Tu peux On dire s'en tout ce fout. que tu veux. On s'en fout. J'ai fait ma troisième année à l'Écart. À l'Écart, qui est une école de ciné, qui est une école de cinéma privée ou privée.
voilà, à Paname, qui a été une année, honnêtement, moi je partais déjà du principe que j'allais simplement faire une année de plus pour l'alternance et pour être étudiant. Bah, j'ai bien fait de continuer parce que si j'avais attendu quelque chose des cours de l'écart, j'aurais été vraiment très déçu de manière générale. C'était pas une. Moi j'ai rien personnellement, mais parce que mon parcours ça a été de faire un BTS, ça a été d'être en alternance et tout ça. Moi, l'écart, j'ai rien appris du tout, quoi. À part, genre, 2 ou 3 cours, parce que les profs étaient des pédagogues incroyables et qu'il y a quand même de très bons 2 ou 3 bons profs là-bas, quoi. De manière générale, ça m'a pas servi à grand-chose, quoi. Et heureusement, en plus, que j'ai fait l'année en alternance, parce que mine de rien, ça coûte cher, en fait, une école comme ça. Tu payes quoi, 20 000 balles à l'année? Enfin, 14 000, 20 000 balles. Quelqu'un qui fait pas son alternance, qui doit payer 14 000, 20 000 balles pour ce niveau-là, en vrai de vrai, moi, je serais trop déçu, quoi. Enfin, j'aurais les boules, quoi, vraiment. C'est une école spécialisée dans l'audiovisuel et en fait qui fait soit une année de bachelor. J'ai un ami que j'ai rencontré là-bas qui lui a fait le BTS là-bas qui me disait que ça s'était très bien passé. L'écart a 2, 3 cursus qui sont sympas. Je crois que par exemple pour le maquillage et tout ça c'est très très cool. Je crois que pour l'actorat aussi c'est super cool. Mais la vérité c'est que le bachelor troisième année de l'écart en montage et post-production, donc ce que j'ai fait, c'est pas la joie quoi, c'est vraiment pas ouf. Déjà parce que au lieu d'avoir une station de montage ou autre, en fait t'es dans une sorte t'es dans une salle de classe avec genre les ordis qui s'alignent comme ça et du coup parfois t'as pas assez d'ordis pour le nombre d'élèves qu'il y a dedans, donc t'as des élèves qui parfois ne vont pas travailler, ce qui est indécent en vrai de vrai. C'est des semaines, chaque semaine en fait correspond à un cours en particulier. Donc t'as des cours qui parfois sont très très bien parce que les profs c'est des intervenants, donc c'est des gens professionnels, c'est cool, mais c'est pas parce que t'es un bon professionnel que t'es un bon pédagogue. Faire apprendre à des gens à quelque chose, ça nécessite de la pédagogie et c'est un métier. D'être professeur, c'est un métier, tu vois. Ça veut dire que quand t'es intervenant, bah parfois les intervenants, s'ils sont pas super pédagogues ou juste parce qu'ils arrivent pas à parler de leur métier bien, bah en fait ça sert un peu à rien quoi. Donc, tu as des super pédagogues là-bas, tu as des super professeurs, professeur de dramaturgie qui est un scénariste qui était. Moi, je sortais de sa semaine de cours, juste une semaine, j'avais envie de devenir scénariste et de plaquer le montage, quoi. Un prof qui nous a formé à After Effects, qui est une bête d'After Effects, et qui était aussi très pédagogue. Mais à part ça, moi, j'ai eu aucun cours qui m'a vraiment touché. Et je me souviendrai toujours de la première semaine que j'ai faite là-bas, qui était sur un logiciel de montage qui s'appelle Avid, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Avid, est, je pense, le logiciel de montage le plus exigeant possible. C'est-à-dire que Avid, t'as pas deux manières de faire une chose. Tu as une manière, si tu le fais mal, Avid, il va te dire je ne t'aime pas, tu ne feras pas ce que tu veux faire. Donc c'est un logiciel super exigeant qui demande de connaître son logiciel, de connaître sa machine, de connaître les techniques de montage et tout ça, de pas simplement être monteur, mais vraiment d'être technicien aussi à côté. Et la première semaine, le prof qui nous faisait ce cours-là nous dit, bon écoutez, je vais être clair avec vous, moi je suis pas technicien, je suis monteur. Donc on va apprendre sur Avid, mais je vais vous apprendre que le montage. Et moi qui sors de genre 2 ans de formation de technicien, d'alternance où en plus c'était que de la technique, parce que j'ai pas fait tant de montage que ça, j'ai vraiment plus fait de la technique. Sur Avid, qui est un logiciel qui demande beaucoup, le professeur il me dit ça et je me dis, bon bah, je n'attends plus rien de cette école-là. Je n'attends plus rien parce que la vérité c'était le cas. Et en plus on a commencé à travailler genre 2, 3 jours après parce qu'il y avait des problèmes sur les machines et tout ça. Honnêtement, moi j'ai pas pour les rencontres que j'ai fait et pour les quelques cours qui étaient sympas et on va dire ouais peut-être pour les projets qui étaient à faire là-bas c'était cool, mais si j'avais le choix entre faire un BTS, me lancer dans le taf et faire l'écart en troisième année de bachelor, l'option que je retire à chaque fois c'est l'écart quoi. Parce qu'en vrai de vrai elle ne servait à rien et heureusement que j'ai fait de l'alternance et que ça m'a rien coûté concrètement, ça a coûté qu'à l'alternance à la boîte aux boîtes avec lesquelles j'ai travaillé quoi. Parce que de même la formation que te délivre l'écart au bout de ça, en fait ce qu'on a appris après c'est que cette formation là si tu travailles dans une entreprise en CDI, tu peux la demander. L'entreprise peut te donner cette formation-là. Ça veut dire que c'est un an là, c'est l'entreprise qui peut te la donner. Et en plus, c'est pas valable toute ta vie. C'est valable 5 ans. Ça veut dire que c'est 5 ou 10 ans, je crois, je sais plus. Mais ça a une durée de péremption. La formation, elle a une durée de péremption. Bah ok, mais dans ces cas-là, quel intérêt quoi? Pourquoi venir ici en fait? Quel intérêt concrètement j'ai à faire ça? Donc ouais, c'était pas une expérience de fou et je recommande. Mais de manière générale, je ne recommande pas de faire des écoles privées d'audiovisuel quoi. C'est pas si les écoles publiques c'est différent. Si vous avez l'occasion de faire la FEMI sous Louis Lumière, en vrai faut foncer parce que c'est des écoles publiques. Les concours sont super durs en vrai de vrai. Le nombre de demandes pour le nombre d'acceptés est ouf, mais si vous êtes accepté, mais lâchez tout et allez là-bas parce que c'est des écoles de ouf.
Et mine de rien, ça te donne aussi un carnet d'adresses qui est immense, et le réseau, c'est quasiment c'est ce qu'il y a de plus important. Se faire du réseau dans l'audiovisuel, c'est ce qui est le plus important. Donc, faites des écoles publiques, mais par contre, les écoles privées, mais lâchez ça, quoi. Lâchez ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des écoles privées. Ça ne sert à rien du tout. Faites un BTS. C'est très très cool, même si ça forme à être technicien. Donc, nous, au BTS, ce qu'on a appris aussi, c'est que au BTS, beaucoup ont le rêve de vouloir faire du cinéma. La vérité, c'est qu'en fait, le cinéma, c'est super dur d'y atteindre. Et le BTS, ça te forme à être technicien, principalement de télévision, aussi de ciné. Mais tu comprendras vite qu'au BTS, quoi, il y a une différence entre vouloir travailler dans le cinéma et être un vrai technicien dans l'audiovisuel, quoi. Il y a un monde quand même, mais tu peux pas l'atteindre si facilement que ça, sauf si tu as les contacts, et dans ces cas-là, fais jouer tes contacts à fond, tu vois, fonce et fais-toi kiffer. Mais donc, faire un BTS, apprendre par soi-même, comme je l'ai dit, les études, les diplômes servent pas à grand-chose, enfin, servent quasiment à rien pour ce milieu-là. Rien ne t'empêche d'apprendre par toi-même. Il y a des gens, il y a des monteurs qui ont appris par eux-mêmes, qui sont aussi bons que des monteurs qui ont appris en tant que technicien. Donc, il n'y a pas un parcours fondé. La seule chose que je peux recommander, c'est de ne pas faire des écoles privées qui coûtent une blinde et qui vont pas t'apprendre tant que ça, et qui te vendent du rêve en plus, parce que tu vas faire des portes ouvertes, ils vont te vendre des trucs de ouf, des salles de montage de ouf, tu viens faire tes études et tu te dis, bah en fait les gars, c'est du flan. C'est du flan ce qui s'est passé, vous m'avez rien vendu du tout, quoi. Il y a rien de tout ça, ou c'est réservé pour d'autres trucs, c'est genre des clauses. Oui, on a des super caméras, vous pourrez les utiliser. T'arrives, vous pouvez pas les utiliser, il y a le groupe de réal qui a la priorité dessus, qui a la priorité dessus. Ce que je peux comprendre, ok, c'est des réals, mais dans ces cas-là, dites pas qu'on peut les utiliser parce que c'est pas vrai, tu vois, il faut faire une demande, ou parfois c'est galère et tout. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi parce que du coup, j'ai fait aussi une école privée qui est un peu. Il me semble que c'est dans le même groupe en plus que Écart. Yes. Et pour le coup, c'est à peu près la même expérience. Et il y a beaucoup d'autres écoles où c'est exactement la même chose, c'est que tu vas, les seules choses que tu retiens, c'est les contacts amicaux, parce que dans ta classe, bah, tu te fais des liens et tout ça. Et c'est les profs, mais sinon, le reste. T'apprends par toi-même en fait. C'est exactement ça. Et t'as plus de réussite à genre limite sur ces semaines de cours là. Bah si t'es laissé tout seul en autonomie à aller à t'enfiler des vidéos YouTube sur ton logiciel plutôt que d'écouter concrètement ce qui se dit, parce que tu vas apprendre plus de choses. Et sans compter, je pense que, je sais pas moi, pour les intervenants, tu devais en avoir, je pense qu'il y avait pas le choix, parce que j'ai l'impression que de manière générale c'était plus le problème de la direction de l'école, plus que genre tu sais les intervenants ou les élèves, tu vois. C'est en fait une école de cinéma qui est gérée comme une entreprise, ça peut jamais fonctionner. De manière générale, t'apprends à des choses. Si tu vois tes élèves et tes formateurs comme juste un chiffre en plus ou un chiffre en moins, des chéquiers ambulants. Voilà, c'est ça. C'est pas ça, l'audiovisuel, c'est pas ça. Rien ne marche que par la thune, quoi. C'est un peu le problème, c'est que souvent c'est géré comme des entreprises, et sauf que tu gères pas une entreprise, tu gères une éducation, et c'est pas la même chose, quoi. Je me rappelle d'une anecdote, c'est que du coup, en fait, dans ces écoles-là, en général, tu deviens un peu proche et ami, limite avec tes intervenants, parce que dans le milieu de l'audiovisuel, la plupart ont le même âge que leurs étudiants, presque. Et je me rappelle que nous, on avait vu une story d'un de nos profs qui disait ouais, recherche prof. Et en fait, c'était pour nous le cours de montage de la semaine prochaine, parce que. Oui, t'imagines, toi, tu payes ton école quasiment 15 000 balles, t'as pas de professeur pour le cours de la semaine prochaine, mais on est chez les fous, on est chez les malades. Mais ouais. Mais il y a souvent ce retour dans les écoles vraiment audiovisuelles où c'est un carnage en fait. Ils te vendent du rêve, t'arrives. Dis-toi que nous, le montage, on le faisait sur nos PC perso. Parce qu'il n'y avait pas de salle. C'est aberrant. C'était réservé pour une autre filière. C'est aberrant. En vrai de vrai, c'est aberrant. Si l'école était gratuite encore, je me dis, ils n'ont pas les moyens. Bon, si ta formation est cool et tout ça, mais moi je pense que vraiment la plus grosse synepsis, c'est de faire payer pour ce truc-là, quoi. Pour on va dire, ce standing-là qui est genre le bas niveau du panier, quoi. C'est clair. C'était arrivé à un point où on n'avait plus de salle. Hein. Mais ouais, on est chez les fous. Et après, tu vois, j'avais quand même, genre dans la deuxième alternance que j'ai fait, j'avais un alternant qui avait lui travaillé, je pense, dans la même école que toi, et qui disait que lui, ça s'était super bien passé. Mais parce que je pense que ça dépend aussi si t'as fait juste le BTS là-bas, si t'as fait peut-être le bachelor, dépend de tes attentes aussi. Tu vois, et de tes attentes. Mais ouais, j'ai l'impression que de manière générale, on va dire allez, on va dire gentil, on va dire 70-80% des cas, c'est jamais on ressort jamais avec une bonne expérience, quoi. C'est surtout que nous, nos intervenants, ils nous disaient, déjà, aucun de mes intervenants avait des diplômes audiovisuels. Ils ont juste fait, et puis le talent suit. Enfin, c'est pas vraiment le talent, mais quand tu sais faire et que tu as envie de faire, ça va vite. Ouais. Et ils nous disaient, en vrai, vous êtes là, mais
vraiment vous sortez, c'est pareil, quoi. Et tu fais, et je suis d'accord avec toi, l'expérience, c'est tellement important. Et bien plus que... De toute façon, si tu sais pas faire, t'as beau avoir le diplôme, ça sert à rien. Exactement. Alors que si tu sais faire mais que t'as pas le diplôme, les portes ne sont pas fermées. C'est ça. Les portes ne seront jamais fermées. De toute façon, quand tu cherches un truc, ils vont te dire, hein, t'as pas assez d'expérience. Même Oui, si c'est t'as ça. fait bac plus Exactement. 12. Et c'est pour ça que l'alternance est encore plus important, tu vois. C'est pour ça que même si l'année là-bas était pourrie, au moins j'ai fait de l'alternance et j'ai fait d'autres alternances, donc c'était cool, ça rajoute de l'expérience. Le plus important, c'est se former par vous-même et genre faites de l'alternance si vous avez l'occasion de le faire. Il y a pas, je pense il y a pas meilleur chemin que ça, quoi. C'est le portfolio. Ouais, c'est ça, c'est le portfolio, c'est tout ce que tu peux amener à faire. Et franchement, même pas hésiter à faire des projets, quoi. Peu importe ce que tu fais, moi je suis sûr que les stop motion, ça m'a aidé, mais peu importe, tu t'en fous. Je crois qu'il y a un été, on a fait une chaîne YouTube avec mon zinc et mon petit frère, où ce qui se passait, donc toujours dans ce village en Espagne, je montais sur mon téléphone, j'avais un vieux Wiko à l'ancienne, c'est tactile, les premiers Wiko tactiles. On avait un truc de capture d'écran gratuite sur les jeux de téléphone. On avait ça, on faisait nos vidéos avec ça, on parlait avec genre le micro des écouteurs. Et ce qui se passait, c'est que vu qu'on n'avait pas internet et que le seul endroit où tu avais internet là-bas, c'était dans les 3 bars du village qu'il y avait là-bas, tu vois. L'après-midi pendant la sieste, parce que l'Espagne, il y a toujours la sieste, j'allais là-bas, on tournait la vidéo, j'allais monter là-bas sur genre l'équivalent de Filmora ou Wondershare, tu vois, les trucs gratos, je montais sur mon téléphone, je téléchargeais sur mon téléphone avec la Wi-Fi du bar, tu vois, je faisais mes montages et j'étais en mode dinguerie. Dinguerie. Mais tu vois, même ça aide parce que mine de rien, il faut pratiquer à fond. L'audiovisuel, c'est un métier qui se pratique. Tu le fais tout le temps, tu vois. Juste théoriser, c'est cool, mais il faut pratiquer tout le temps. Peu importe ce que tu fais, peu importe que tu trouves ça nul ou pas, de toute manière, il y aura toujours un moment où tu trouveras ce que tu fais nul ou autre. Mais l'important, c'est pas genre le résultat final, c'est genre tout ce que tu apprends au moment où tu le fais. Comment est-ce que tu gères comment tu utilises ton logiciel de montage, comment tu tournes tes rushs et tout ça. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas faire ça, plus tu vas t'améliorer et plus tu vas avoir de la chance de travailler après de manière professionnelle pour des entreprises et tout ça, quoi. Ou à ton compte enfin voilà. Mais justement, toi, aujourd'hui, t'es en freelance, c'est ça? Yes, et ça se passe. Alors, c'est tout un concept, le freelance. Je sais pas si c'est la meilleure décision que j'ai prise, mais parce que t'as Justement, soit ça, soit. j'allais te demander. Voilà. T'as soit le freelance, soit l'intermittence. Mais ouais, moi, je suis en free en monteur. Et pareil, qu'est-ce qui m'a aidé le plus pour trouver du travail juste dès que j'ai décidé de me mettre en free, c'est que l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon alternance de BTS, elle m'a dit direct, on peut te reprendre en free pour faire du montage ou pour faire de l'assistanat post-prod. Et c'est une entreprise qui me permet de vivre aujourd'hui, tu vois, où je travaille avec eux une semaine et demie par mois. Et en fait, c'est un truc de ouf. Et si j'avais pas fait l'alternance, j'aurais pas pu avoir cette entreprise-là, tu vois. Donc ouais, le free. Est-ce que des fois, ton cœur balance un peu? Ouais, le truc un c'est peu de que regret. du coup le free, t'as aucune protection. T'es pas protégé quand t'es free. Si tu touches pas d'argent, tu touches pas d'argent, t'as pas de mutuelle, t'as rien du tout. Là où, on va dire son opposé direct, qui est l'intermittence. L'intermittence, tu travailles en intermittent, tu fais tes 507 heures dans l'année, et après, en fait, tu touches le chômage, tu touches un salaire d'intermittent qui te fait une protection. C'est-à-dire que même si tu travailles pas dans le mois, il n'y a pas de galère, tu auras quand même un salaire. Parfois, je penche un peu. L'avantage, enfin, ce que j'aime avec le freelance, c'est que déjà, moi, j'aime bien avoir une vision de tout ce que je fais global, mais même au-delà du montage, c'est-à-dire même sur ma compta et tout ça, j'aime bien avoir ça et du coup gérer ça par moi-même. Freelance, ça te coûte rien à l'entreprise, là où en intermittence, tu coûtes, en fait, le salaire que te donne l'intermittence, l'entreprise, lui coûte le double. En fait, tu peux avoir des taux et tu peux moi c'est un taux, c'est à la journée, en fait, ton taux journalier il va être plus élevé que si tu étais en intermittence. Donc même si derrière l'URSSAF débarque avec ses gros sabots et te dit donne-moi 25% de tout ce que tu gagnes là. Mais outre ça, tu peux du coup gagner plus. Et surtout, freelance, moi à la base, quand je me suis mis en free, je voulais travailler majoritairement dans le clip et dans le milieu musical, quoi. Et en fait, ça dépend tout simplement de ça aussi, c'est-à-dire qu'ils prennent plus de freelance que d'intermittents. Si j'avais voulu travailler à la télé, par exemple, j'avais voulu être monteur à la télé ou autre, j'aurais fait de l'intermittence parce que la télévision embauche quasiment exclusivement que des intermittents. Mais le clip, je voulais aussi taffer pour YouTube et tout ça. Et en vrai de vrai, c'est des milieux où ils prennent plus de freelance que d'intermittents. Donc je me suis dit que j'allais avoir plus de chance en prenant freelance pour travailler dans ces milieux-là que si je prenais intermittent. Oui, donc de bien se renseigner sur la cible qu'on veut, quoi. Bien sûr. Et après, si vous voulez la sécurité, de l'anxiété, du stress en moins, prendre intermittent, franchement, il n'y a pas de. Parce que le mois d'août, là, ce mois d'août, par exemple, j'ai pas travaillé du tout. Et
Bah, la vérité, mais tu travailles pas, t'as pas de salaire, mais par contre, bah, ton loyer, tu dois le payer tous les mois. Moi, je dois rembourser un prêt étudiant, je le paye tous les mois aussi. Donc, quand t'as pas assez de côté, que t'as pas travaillé, donc t'as pas gagné d'argent en plus, et que là, tu dois débourser parfois plus de 1 000 € dans tout ça, La vie est dure. voilà, la vie n'est pas belle à ce moment-là. Non, mais c'est du stress de ouf, et moi, je sais qu'à chaque fois, il y a des périodes comme ça, où genre, je me dis, mais est-ce que tu te remets en question en plus? Tu étais en mode, mais les gens, ils m'appellent pas parce que je travaille mal, est-ce que c'est pour ça? Tu stresses, et c'est de l'anxiété, du stress pour rien. Et là, le mois de septembre, c'est revenu. Mois de septembre, j'ai jamais autant travaillé cette année qu'au mois de septembre. C'est peut-être en avril, mais c'est tout, quoi. Et le mois de septembre, c'est tout l'inverse du mois d'août. C'est 2 mois qui se séparent, il y a 30 jours. Hein, et pourtant, le jour et la nuit. Truc Ouais, de c'est dingue. super aléatoire. Ouais, c'est super aléatoire. Après, tu as des patterns quand même. Tu reconnais des patterns. Les entreprises, par exemple, genre en début d'année, elles ont tendance à pas trop embaucher. Sur la période de grandes vacances aussi. Mais tu sais que, par exemple, genre autour de avril-mai, tu vas beaucoup travailler. Tu sais qu'en fin d'année, tu vas beaucoup travailler aussi parce que c'est souvent les films de fin d'année et tout ça. Enfin, pour plein de choses différentes, tu vois. Mais du coup, ça te permet de aussi réorganiser ton argent Ouais, en tu peux fonction. à peu près prévoir quand est-ce que tu vas pas beaucoup travailler et tu vas du coup devoir débourser ce que tu mets de côté pour pouvoir pallier ton manque de travail dans le mois, quoi. Et justement, aujourd'hui, toi, t'es freelance, ça va, et t'arrives à avoir des contrats, etc. Ce serait quoi un peu la clé pour accéder à un statut un peu respirable comme ça? Pas compter ses heures. La clé, bah, le réseau. Se faire un réseau de ouf quand tu vas travailler dans une entreprise. En fait, échanger avec les autres monteurs, avec d'autres personnes, parce que tu sais jamais. Si tu travailles bien, que tu t'entends bien avec eux, t'as peut-être une chance qu'à un moment il t'appelle parce que lui il est pas dispo pour une autre boîte et du coup il va travailler dessus. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes, on s'est rencontrés depuis le BTS et en vrai de vrai, bah, dès que lui il peut pas être dispo dans une entreprise, il donne mon contact et inversement. Donc tu sais, c'est aussi beaucoup le réseau qui fonctionne, c'est même principalement réseau. Pas spécialement compter ses heures parce que parfois tu vas beaucoup travailler et donc aussi pas te dire ok là je veux absolument ne pas travailler le samedi et le dimanche parce que la vérité c'est que tu vas travailler tous les jours de la semaine. Il y a 2 semaines je travaillais samedi et dimanche et j'ai fait genre du lundi au mardi d'après toute la semaine quoi. Donc ne pas compter ses heures, ne pas regarder ses jours, se faire du réseau et toujours continuer à faire ses projets perso. Hein. Je pense qu'il y a aussi un truc où tu peux avoir une très grosse désillusion entre ton dream job dans l'audiovisuel, qui est peut-être être de réalisateur dans le cinéma, et la réalité quand tu commences, qui est que tu vas faire du corpo, peut-être à fond, beaucoup, beaucoup de corpo, et du coup, faut pas hésiter à faire la part des choses. Moi, je fais la part des choses entre le travail que je fais pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger et tout ça, et les projets perso que je fais de mon côté qui sont des projets juste pour le kiff, quoi. Et c'est important de faire cette part des choses, de pas se dire putain, je vais faire du corpo toute ma vie ou autre, en vrai de vrai, non. Juste, il faut aussi comprendre que tu vas pas pouvoir atteindre tout de suite ce rêve de faire du cinéma, d'être réalisateur ou autre, et que il va falloir tanker, voilà, faire du taf alimentaire. Et à côté, pour pallier à cette déception-là, faire des projets perso à gogo, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi la majorité de ce que tu fais justement en film, En, enfin en vidéo, Toujours du corpo, hein. ouais, Honnêtement, film d'entreprise? corpo et ouais, après ça va être du film pour les réseaux sociaux, des campagnes pour les réseaux sociaux, tout ça. Mais après même le corpo, c'est super large. T'as le super large, t'as le corpo pour le luxe, t'as le corpo pour des entreprises genre EDF, SNCF, tu vois, t'as plein de corpos différents. Mais la majorité, ça reste toujours le corpo parce que c'est une des branches de l'audiovisuel qui a le plus de demandes tout le temps en fait. On va peut-être décrire ce que c'est. Enfin, Le corpo, c'est le film institutionnel, ça va être du film de communication d'entreprise, souvent interne, c'est-à-dire que c'est des communications en interne. Les entreprises, elles vont par exemple une nouvelle innovation, une brosse à dents maintenant qui a les poils qui se rechargent tout seul. Truc de ouf. Et donc en fait, pour présenter cette innovation-là, avant de la mettre au grand public, ils vont la présenter à leurs employés, peut-être à leurs vendeurs aussi, et vont dire bah écoutez, là vous voyez cette brosse à dents, elle a été faite en poils de mammouth et les poils repoussent tout seuls grâce à une invention qu'on a faite, c'est absolument fantastique. Tu fais le tournage, le montage de ce film-là, et ensuite l'entreprise, elle l'envoie en interne dans des newsletters internes, des mails et tout ça. Ça, c'est du film corpo, en fait. C'est l'institutionnel, c'est le film pour les entreprises, petites ou moyennes ou grandes entreprises. très bonne explication. Bravo. Ouais, t'as le truc avec la brosse à dents en poil de mammouth, je pense que ça aide à situer. Quand toi tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu retiens le plus? Bah, que j'ai eu de la chance.
J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance de rencontrer des personnes fantastiques qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont aussi donné le goût de vouloir aider les autres. Parce que tu peux penser parfois il y a beaucoup d'ego, les gens vont avoir beaucoup d'ego, mais la vérité c'est que en fait il y a rien fondamentalement qui t'empêche d'être gentil auprès des gens qui t'entourent. Donc moi, le fait que cet ange gardien m'aide au lycée sans que je demande de rien du tout, sans jamais rien avoir sans avoir de compte à rendre et tout ça, mine de rien, dans ma tête, je me suis dit, bah, en fait, moi aussi, il faut que je puisse aider un maximum de gens possible. Enfin, si des gens ont la possibilité de vouloir rentrer dans l'audiovisuel et tout ça, si moi, je peux leur donner cette possibilité-là, il faut pouvoir leur donner, tu vois. Donc, la chance, les rencontres et l'alternance. Voilà. Et en vrai de vrai, je vois pas trop d'autres trucs à part ça. Et faire des projets soi-même, quoi. Toujours faire des projets de ouf. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? De pas avoir de stress, d'avoir des mois d'avoir chaque mois de l'année qui se passe très très bien. C'est ce qu'on te souhaite alors. Voilà. Plein de boulot, plein de boulot. Voilà, exactement. Un maximum de boulot et ouais, peut-être plus de réal dans des choses qui me plaisent et voilà. Oui, parce que du coup, tu nous as parlé beaucoup de montage, mais t'aimes bien la réal aussi. Ouais, c'est ça. J'aime bien la réal, pas mal de réal de clips et de manière générale, ouais, pouvoir faire des choses que je kiffe vraiment, donc pouvoir faire plus de clips, travailler plus en lien avec la deuxième passion que j'ai qui est la zik et du coup pouvoir mélanger bien les deux comme je le souhaite, quoi. Et oui, parce qu'on le rappelle, l'audiovisuel c'est compliqué, mais ça reste passion. Exactement, c'est un métier passion et c'est pour ça aussi que ne vous faites pas trop marcher sur les pieds, c'est pas parce que c'est un métier passion qu'il faut absolument tout accepter, bien sûr, mais vu que c'est un métier passion, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que c'est pas facile. C'est un métier, un environnement qui est pas facile. Mais Ouais. si on s'accroche, on y arrive. Surtout qu'on est beaucoup à vouloir vivre de cette passion. Exactement, ouais. Et ben merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était super. C'était très sympa, ouais, j'ai beaucoup aimé. Bah, écoute, tant mieux. On t'a reçu avec plaisir, donc c'était vraiment un moment très agréable. J'espère que pour vous aussi, ça a été un super moment. Eh bien, je pense qu'on peut clôturer ce podcast. Du coup, merci. Oh. Du coup, merci d'être venu. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous aussi, vous voulez venir raconter votre histoire, nous sommes là pour vous écouter. Il y a un petit formulaire dans la description YouTube. N'hésitez pas donc à vous abonner et je vous dis au revoir. Bon week-end. Salut.